Le 31 décembre 1980, Karen Potak fête le Nouvel An à Saint Paul, Minnesota. Elle a 20 ans, elle étudie à l'université de Stevens Point dans le Wisconsin et elle est venue passer Noël et le jour de l'an avec ses sœurs, donc dans le Minnesota. La soirée bat son plein dans un club du centre-ville. Karen boit, Karen rit, Karen danse et puis une dispute éclate, Karen s'énerve et elle décide de partir. Elle ne prévient personne et elle sort du club sans prendre son manteau. Erreur qui va s'avérer fatale. Bienvenue au Récit de l'ombre. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à partager ce nouveau Récit de l'ombre. Karen sort donc du club sans prendre son manteau. Dehors, la température est glaciale, la neige tombe. Karen titube dans les rues désertes parce que elle a quand même pas mal bu. Elle porte une robe rouge, elle grelotte et elle avance plus ou moins au hasard. Une voiture s'arrête à sa hauteur, un homme baisse sa vitre et il lui propose de la raccompagner. Karen n'hésite pas, elle a froid, elle est ivre et elle monte dans le véhicule. Quelques mots sur l'homme en question. L'homme s'appelle Paul Michael Stefani. Il a 36 ans, il est né à Austin, dans le Minnesota également, le 8 septembre 1944. Il est le cadet d'une famille catholique de 10 enfants. Sa mère s'est remariée quand il avait 3 ans. Son beau-père battait les enfants, les jetait dans les escaliers. Et Paul a grandi dans une forme de violence mêlée de religion. Il a été marié, il a eu une fille, il a divorcé. Il a occupé plusieurs emplois, concierge, employé de bureau. En 1977, il a été licencié de la Malmberg Manufacturing Company où il travaillait comme agent d'entretien. Ce soir-là, Paul Stefani roule seul dans Saint-Paul. Il n'a pas de famille à retrouver, il n'a pas de fête à rejoindre. Il erre un petit peu par-ci par-là au volant de sa voiture et il voit Karen. Il voit sa robe rouge, il voit sa silhouette fragile et quelque chose se déclenche dans sa tête. Paul ne conduit pas Karen chez elle, il l'emmène vers un terrain vague, près des voies ferrées, derrière la Malmberg Manufacturing Company, l'endroit où il a travaillé, un lieu désert et isolé. Il sort de la voiture, il ouvre le coffre, il attrape un démonte-pneus et il frappe Karen. Il frappe Karen 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il s'acharne sur son crâne. Les coups sont d'une violence inouïe. Le crâne se fissure, le cerveau apparaît à travers les fractures. Paul finit par déshabiller Karen, la jette dans la neige, remonte dans sa voiture et s'en va. Karen gît nue dans le froid, son sang rougit la neige blanche, elle devrait être morte, n'importe qui serait mort. Et à 3 heures du matin, le standard de la police de Saint-Paul reçoit un appel. La voix de l'appelant est étrange, aiguë, tremblante. L'homme sanglote. « S'il vous plaît, c'est une urgence. Envoyez une équipe. Pierce Butler Road, derrière la Malmberg Manufacturing Company, près des voies ferrées. Il y a une fille blessée. Envoyez une ambulance. Vite, dépêchez-vous. » Le répartiteur demande des précisions. L'appelant refuse de donner son nom et raccroche. La police se précipite sur les lieux. Les agents trouvent Karen Potak dans la neige. L'un d'eux déclarera plus tard que c'est la scène la plus dévastatrice de toute sa carrière. Il pense d'abord qu'elle est morte, mais Karen respire toujours. Par miracle, elle est vivante. Les secours l'emmènent à l'hôpital, les chirurgiens l'opèrent et Karen survit, mais les séquelles sont terribles. Son cerveau a subi des dommages irréversibles. Elle ne se souvient de rien, ni de l'agression, ni de son agresseur, ni de la voiture, ni de l'homme qui l'a prise en charge. La police enquête, elle interroge les gens du quartier, personne n'a rien vu. Le terrain est désert, il n'y a pas d'empreinte, et à cette époque, il n'y a pas d'ADN, pas de témoins. L'affaire devient ce qu'on appelle un cold case, une affaire froide, et 5 mois passent. 5 mois passent et le 3 juin 1981, Kimberly Compton descend d'un autocar à Saint-Paul. Elle a 18 ans, elle vient de Pepin, une petite ville du Wisconsin. Elle vient d'obtenir son bac et elle veut changer de vie. Elle veut recommencer à zéro dans la grande ville, trouver un emploi, un appartement, un avenir. Kimberly entre dans le premier restaurant qu'elle trouve et elle s'assoit toute seule à une table et elle commande à manger et elle observe la ville par la fenêtre. Un homme s'approche. « Je peux m'asseoir avec vous ?» Kimberly accepte.
L'homme est aimable, il pose des questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Et Kimberly raconte, elle vient d'arriver, elle cherche du travail, elle ne connaît personne. L'homme lui propose de lui faire visiter la ville, de lui montrer les quartiers, de l'aider à s'orienter. Et Kimberly trouve l'offre très généreuse et elle accepte. Ils montent tous les deux dans la voiture de l'homme. Quelques heures plus tard, un groupe d'adolescents se promène dans un terrain vague près d'un chantier d'autoroute au nord de Superior Street et Oneida Street. Ils découvrent un corps, c'est une jeune femme, elle baigne dans son sang. Kimberly Compton a été poignardée 61 fois avec un pic à glace. Les coups ont perforé sa poitrine, son ventre, l'intérieur de ses cuisses et elle a été étranglée avec un lacet de chaussure. Elle est morte. La police arrive sur les lieux. Le corps ne porte aucune pièce d'identité. Les enquêteurs fouillent les poches et ils trouvent une clé de consigne. Ils retracent la clé jusqu'à la gare routière. Ils ouvrent la consigne, ils trouvent les bagages de Kimberly et ils identifient la victime de cette façon. Mais ils n'ont aucune piste sur le meurtrier. Kimberly ne connaissait personne en ville, mais ils n'ont aucune piste sur le meurtrier. Kimberly ne connaissait absolument personne en ville, elle venait d'arriver. Elle n'avait pas eu le temps de se faire des ennemis. Ce même jour, le standard de la police reçoit un appel. La voix est aiguë, l'homme sanglote, parle vite et il semble terrifié par ses propres actes. Ceci est un audio original de l'appel. Je l'ai sous-titré, donc si vous ne regardez pas la vidéo, si vous ne parlez pas anglais, vous risquez d'avoir des problèmes, parce que ce sont des sous-titres. Oh, you find me? I just stabbed somebody with a knife pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Hello? Are you there? Les enquêteurs prennent note de l'appel, mais ils ne font pas le lien avec l'appel reçu 6 mois plus tôt, celui qui les avait conduits vers Karen Potak. Et 2 jours plus tard, le téléphone sonne à nouveau. « Ne parlez pas, dit la voix. Écoutez simplement, je suis désolé de ce que j'ai fait à Compton. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû la poignarder. Je suis tellement bouleversé à ce sujet. Je continue à me saouler tous les soirs. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. C'est comme un grand rêve. Je ne peux pas penser à être enfermé. Je ne peux pas supporter la pensée. Si je suis enfermé, je vais me tuer. Je préférerais me tuer plutôt que d'être enfermé. J'essaierai de ne tuer personne d'autre. » Cette fois, les enquêteurs comprennent. Ils comparent les enregistrements vocaux, la même voix aiguë, les mêmes sanglots, la même tonalité plaintive. C'est le même homme qui a appelé pour Karen Potak et pour Kimberly Compton. Ils tiennent un tueur en série. Les médias s'emparent de l'affaire et ils baptisent l'assassin le tueur à la voix larmoyante. La police diffuse les enregistrements à la radio et à la télévision. Elle espère que quelqu'un reconnaîtra cette voix qui est quand même assez particulière. Des centaines de personnes appellent pour donner des noms, mais aucune des pistes n'aboutit. Les enquêteurs se rendent au restaurant où Kimberly a rencontré son meurtrier. Ils interrogent le personnel. Les serveurs donnent une description vague. Un homme d'âge moyen, rien de distinctif, rien de suffisant pour identifier un suspect. Et cette affaire aussi devient froide et un an passe. Un an passe et nous sommes le 21 juillet 1982. Kathleen Greening, 33 ans, est retrouvée morte dans la baignoire de son appartement, dans la banlieue de Saint-Paul. La police conclut à une noyade accidentelle. Personne ne fait le lien avec le tueur à la voix larmoyante et aucun appel n'a été passé. Mais souvenez-vous de cette mort, elle va avoir son importance. Le 5 août 1982, donc quelques semaines plus tard, Barbara Simmons passe la soirée au Hexagon Bar de Minneapolis. Elle a 40 ans, elle est infirmière, elle est seule et elle commande un verre. Un homme s'approche, lui demande du feu, Barbara lui offre une cigarette, ils commencent à discuter, ils flirtent, ils s'entendent bien, l'homme est charmant, il est attentionné, et à la fin de la soirée, Barbara décide de partir avec lui. Avant de quitter le bar, elle se tourne vers la serveuse et lui dit « J'espère qu'il est gentil parce que je pars avec lui ». La serveuse a un mauvais pressentiment. Quelque chose la dérange chez cet homme. Elle ne sait pas exactement quoi, mais elle observe son visage avec attention. Elle mémorise ses traits, son regard, sa carrure. Elle veut s'en souvenir. Barbara et l'homme quittent le bar.
Et le lendemain matin, un livreur de journaux découvre le corps de Barbara Simmons sur les berges du Mississippi. Elle flotte dans l'eau, coincée contre les broussailles. Elle a été poignardée plus de 100 fois. Les blessures sont circulaires. L'arme pourrait être un tournevis cruciforme ou un pic à glace. 2 jours plus tard, le téléphone sonne au standard de la police. « S'il vous plaît, ne parlez pas, écoutez-moi simplement. Je suis désolé d'avoir tué cette fille. Je l'ai poignardée 40 fois. Kimberly Compton était la première, là-bas, à Saint-Paul. Je ne sais pas ce qui va pas chez moi. Je suis malade. Je pense que je vais me tuer. »« Où êtes-vous » demande l'opérateur. « Je vais juste... Si quelqu'un meurt avec un t-shirt rouge, c'est moi. J'ai tué plus de gens. Je n'irai jamais au paradis. » Le tueur à la voix larmoyante a frappé de nouveau. La police se précipite au Hexagon Bar, les enquêteurs interrogent le personnel, la serveuse qui avait observé l'homme avec tant d'attention se souvient de tout et elle décrit l'individu avec précision. Les policiers lui présentent un album de photos d'identité judiciaire, 100 clichés de criminels condamnés dans la région. La serveuse tourne les pages et s'arrête sur une photo. C'est lui. Lui, c'est donc Paul Michael Stefani, 38 ans, condamné par le passé pour agression, antécédents psychiatriques. Il a travaillé à la Malmberg Manufacturing Company, là où Karen Potak a été découverte. La police place Stefani sous surveillance. Pourquoi il ne l'arrête pas ? J'aimerais connaître la raison, mais elle n'est pas donnée. Mais le lendemain, Stefani repère la filature, sème les policiers et disparaît. Le 21 août 1982, Paul Stefani roule dans le quartier chaud de Minneapolis. Il aperçoit Denise Williams, elle a 19 ans, c'est une prostituée. Elle travaille dans la rue. Stefani s'arrête, négocie. Denise monte dans la voiture. Il roule. Stefani s'éloigne du centre-ville. Il prend des routes sombres. Il s'enfonce dans une zone suburbaine déserte. Denise sent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'itinéraire est bizarre. L'homme est nerveux. Stefani tourne dans une impasse. Il arrête sa voiture. Il sort un tournevis et il se jette sur Denise. Il la poignarde 1 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Denise hurle. Elle se débat. Elle aperçoit une bouteille en verre sur le plancher de la voiture, elle l'attrape, elle la brise sur la tête de Stefani, des éclats de verre lui tailladent le visage, le sang gicle, Stefani recule et Denise en profite. Elle ouvre la portière, elle sort de la voiture, elle court, elle crie. Dans le Mans, il voit une femme couverte de sang qui s'enfuit, il voit un homme blessé au volant d'une voiture et il appelle le 911, qui est le numéro d'urgence aux États-Unis. La police arrive, mais Stefani est partie. Denise Williams est vivante. Elle a 15 plaies au couteau, mais elle survivra. Elle est la 2e femme à échapper au tueur à la voix larmoyante. Cette même nuit, le standard d'urgence reçoit un appel que vous pouvez entendre ici. I need an ambulance. Where? 1505 Westminster. 1505 Yes, Westminster. What's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? 208, I'm bleeding. 208. Where are you bleeding from? From my arm, my face, my head. La voix est aiguë, la voix est plaintive, le répartiteur la reconnaît. C'est la même voix que sur les enregistrements diffusés à la radio. C'est la même voix que celle du tueur à la voix larmoyante. L'ambulance se rend à l'adresse indiquée et elle récupère Paul Michael Stefani. Elle l'emmène à l'hôpital. Les médecins soignent ses blessures au visage. Il a des lacérations profondes qui ont été causées par les éclats de verre. Et pendant qu'il est sur son lit d'hôpital, la police arrive et les enquêteurs l'arrêtent. Paul Michael Stefani est inculpé pour le meurtre de Barbara Simmons et la tentative de meurtre sur Denise Williams. Il plaide non coupable. Le procès a lieu en 1983. Les preuves sont très minces. Les enregistrements vocaux constituent l'élément principal des preuves. L'ex-femme de Stefani témoigne, sa sœur aussi, une femme qui vivait avec lui à l'époque également, et toutes peuvent reconnaître sa voix sur les enregistrements. Stefani est donc condamné, 40 ans de prison pour le meurtre de Barbara Simmons, 18 ans pour la tentative de meurtre sur Denise Williams, donc en tout 58 ans. À son âge, c'est une peine à perpétuité de fait.
Les procureurs soupçonnent Stephanie d'avoir tué Kimberly Compton et d'avoir agressé Karen Potak, mais ils n'ont pas suffisamment de preuves pour l'inculper, donc officiellement, ces affaires restent non résolues. Stephanie entre en prison, il nie tout. Il prétend qu'il n'est pas le tueur à la voix larmoyante, il affirme qu'il n'a jamais passé ses appels, il soutient qu'il n'a jamais tué personne d'autre que Barbara Simmons. Les années passent, 12 ans pour être précis, 12 ans s'écoulent. En 1997, Paul Michael Stephanie reçoit un diagnostic dévastateur. Mélanome, cancer de la peau en phase terminale. Les médecins lui donnent moins d'1 an à vivre. Stephanie est catholique, il a été élevé dans la religion, il croit au paradis, il croit à l'enfer et il croit au jugement dernier et il sait qu'il va mourir et il sait qu'il devra rendre des comptes. Le 19 décembre 1997, Stephanie demande à voir la police, il veut parler, il veut confesser. Les enquêteurs viennent à la prison, Stephanie leur raconte tout. Il avoue le meurtre de Kimberly Compton, 61 coups de pic à glace. Il avoue l'agression de Karen Potak, le démonte-pneu, la neige, le crâne fracturé. Il avoue le meurtre de Barbara Simmons, plus de 100 coups de couteau. Puis, il révèle donc ce crime que personne ne soupçonnait. Kathleen Greening, 33 ans, noyée dans sa baignoire le 21 juillet 1982. La police avait donc conclu à un accident et Stephanie avoue qu'il l'a tuée. Il n'avait pas téléphoné après, c'est pourquoi personne n'avait fait le lien. Les enquêteurs vérifient et dans le carnet d'adresse de Kathleen Greening, ils trouvent une inscription « Paul S » avec un numéro de téléphone, c'est celui de Stephanie. Stephanie demande une faveur au policier, il veut des photos de la tombe de sa mère, il les obtient. En échange, il donne tous les détails de ses crimes, des détails que seul le meurtrier pouvait connaître. Paul Michael Stephanie meurt le 12 juin 1998 à la prison d'Oak Park Heights, Minnesota. Il a 53 ans. Le tueur à la voix larmoyante n'existe plus. Mais ses victimes portent les séquelles à vie. Karen Potak vit avec des lésions cérébrales permanentes. Dennis Williams porte les cicatrices de 15 coups de couteau. Les familles de Kimberly Compton, Barbara Simmons et Kathleen Greening n'ont jamais revu leurs proches. Stephanie prétendait entendre des voix dans sa tête. « Paul, c'est l'heure de tuer », disait-elle. Il prétendait ne pas pouvoir leur résister. Il prétendait être malade. Mais après chaque meurtre, il appelait la police. Il confessait. Il pleurait. Il demandait pardon. Il promettait de s'arrêter. Puis il recommençait. Le tueur à la voix larmoyante versait des larmes de crocodile. Il demandait aux policiers de l'arrêter, mais quand ils l'ont arrêté, il a nié. Pendant 14 ans, il a nié. Il a fallu qu'il soit mourant pour qu'il dise la vérité. Pourquoi est-ce que Paul Michael Stephanie appelait-il la police après chaque meurtre ? Les psychiatres ont avancé des hypothèses, la culpabilité religieuse, le besoin de confession, la recherche inconsciente de punition, le soulagement temporaire de la tension interne. Mais, d'après moi, ces explications ne tiennent pas. Stephanie appelait, oui. Il pleurait, oui. Il suppliait qu'on l'arrête, oui. Mais il raccrochait. Il ne donnait jamais son nom et il ne se rendait jamais. Quand la police l'a finalement arrêté, il a nié. Et pendant 14 ans, il a maintenu son innocence. Ces larmes n'étaient pas du remords. C'était une décharge émotionnelle. C'était un rituel qui lui permettait de supporter ce qu'il venait de faire. Après l'appel, la tension retombait. Il pouvait recommencer à vivre jusqu'à la prochaine pulsion. Stephanie ne cherchait pas à être puni, c'est pas vrai. Il cherchait à se sentir mieux, lui. La confession téléphonique, c'était une soupape. C'était pas un acte moral, c'était un mécanisme de régulation interne. Il pleurait sur lui-même, il ne pleurait pas sur ses victimes. La preuve, il n'a pas appelé après avoir tué Kathleen Greening dans la baignoire. Ce meurtre-là, il l'a gardé pour lui. Quand la confession ne lui était pas nécessaire, il s'en passait bien. Paul Michael Stephanie n'était pas un tueur rongé par la culpabilité, c'était un prédateur qui avait trouvé un moyen de gérer son inconfort psychologique. Les vraies larmes, ce sont Karen Potak, ce sont Denise Williams et les familles de Kimberly Compton, Barbara Simmons et Kathleen Greening qui les ont versées. Et elles coulent encore. À bientôt pour un prochain récit de l'ombre.